Voilà. La coordination est faite, l'accord est trouvé. Donc nous allons vous écouter. Juste nous rappeler le titre de votre atelier. C'était l'atelier numéro 1, bien sûr, l'exercice individuel, donc en médecine libérale. Alors, j'ai eu le plaisir d'animer cet atelier. J'ai eu une grande salle, nous étions 25 à peu près participants, et j'ai eu 2 experts. Un expert qui a parlé de la liberté, des avantages, et un expert qui a parlé des contraintes d'exercice individuel. Alors on a sorti, je vais pas vous faire le compte-rendu in extenso, juste vous donner quelques mots-clés. On a insisté sur liberté. L'exercice individuel permet une liberté en particulier de s'organiser. Un terme est sorti, c'est quand je veux. Liberté de s'organiser, par exemple, on a trouvé des moyens de s'organiser, de travailler sur rendez-vous. On a aussi trouvé qu'une façon de s'organiser, même seul, c'était d'avoir un secrétariat, mais en fait d'avoir les moyens de disposer des moyens financiers d'avoir un secrétariat. Il a été dit que l'exercice individuel permet d'avoir un cabinet patrimoine, donc d'avoir un patrimoine. Peut-être pas la clientèle, mais au moins les murs. Il a été dit et répété que l'exercice individuel n'est pas un exercice isolé. Ça permet de se coordonner. Ça permet de se coordonner avec les confrères et avec les autres professionnels de santé de proximité. On a parlé d'éducation du patient, de négociation, et que ça facilitait la vie et l'exercice de faire ça dès le début de l'installation. On a beaucoup parlé sur les charges du cabinet en exercice individuel. Ça a l'air franchement plus bas que d'autres formes d'exercice, et ça a été listé comme un avantage de l'exercice individuel. Alors, je vais vous donner quelques mots qui sont sortis encore. Ça donne peut-être l'ambiance ou le ressenti. Ça peut être super ou ça peut être l'enfer. Ça peut être un piège de pas être en individuel, je veux dire, ces mots. Et puis est sorti quelque chose que j'ai jamais entendu, qu'il peut y avoir une menace pour les cabinets, pour les médecins qui sont en exercice individuel, de tout à coup se retrouver en concurrence. Je crois que donc c'est une menace de tout à coup se trouver en concurrence avec une maison de santé pluriprofessionnelle qui viendrait peut-être pas dans sa commune, mais au moins à très proche proximité. D'accord. Est-ce que je vous ai dit ce qui s'est passé? Vous êtes d'accord? Donc en fait, l'exercice individuel, les 20-25 personnes qui ont été là ont trouvé quand même que c'était pas si mal que ça, que ça pouvait même être très bien, surtout quand ils ont eu d'autres témoignages de gens qui avaient connu les 2 formes d'exercice et qui ont dit que finalement l'exercice individuel, ça avait été bien. Vous souhaitiez compléter, madame? Non? Merci. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Merci. L'atelier suivant. Vous nous rappelez juste le titre aussi, s'il vous plaît. Oui, c'est donc l'installation en établissement de santé. Adeline était donc la représentante donc des internes. J'ai animé cet atelier avec Patrick Balvet, qui est anesthésiste réanimateur de la clinique Diaconas-Fonderie avec moi à Mulhouse, qui est le président de ma CME, et puis Frédéric Triniveski, qui est un ami de longue date et que j'apprécie beaucoup également. Bien, donc dans cet atelier, nous avons expliqué aux jeunes tout d'abord quel était l'existant, où ils en étaient à l'heure actuelle, quels étaient les inconvénients du système public, à savoir un patron lourd de décisions tous les jours qu'il fallait supporter, une administration hospitalière lourde, des contingences de l'ARS très lourdes également, des salaires et des perspectives de carrière pas extraordinaires, et par contre des contraintes importantes sur le plan de travail. J'ai expliqué quels étaient les 10 commandements de l'installation en établissement de santé. C'est assez proche quand même de l'installation également en cabinet libéral, où je leur ai expliqué quelles étaient les contraintes, certes, mais également quels étaient les avantages et qu'est-ce qu'il fallait faire quand on s'installait dans une clinique. Eh bien, l'avantage, c'est qu'on travaille certainement pas tout seul, mais dans une équipe,
donc avec des avantages hospitaliers. Trop loin? C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à une prise de décision, on est dans un staff très souvent, on n'est pas confronté à un travail isolé, mais on a la possibilité certes d'avoir également une direction qui est beaucoup plus accessible que dans un hôpital public. On peut frapper à la porte du directeur beaucoup plus facilement, on peut choisir son matériel sur lequel on travaille, choisir son personnel, mais qu'il faut quand même aller voir ses confrères pour ne pas rentrer en force dans un établissement de santé, mais apporter plutôt une complémentarité de travail, une complémentarité d'exercice. Ça va être des nouvelles techniques qu'on a apprises certes à l'hôpital, mais qui pourront servir à l'ensemble de l'équipe. Donc on ne rentre pas dans une concurrence avec nos collègues dans un établissement de santé, mais plutôt dans une complémentarité pour amener quelque chose en plus. J'expliquais quand même qu'il y avait certes des contraintes, mais quand même une certaine forme de liberté de travail, tout à fait différente qu'à l'hôpital public, et aussi un système rémunérateur, pour le moment encore, quand même confortable. Néanmoins, j'ai bien expliqué aux jeunes qu'il ne fallait pas confondre recettes et bénéfices, qu'il y avait grosso modo 60% qui partaient, entre 50 et 60% qui partaient dans les frais, et que sur ces 40% restants, eh bien, il y avait encore presque la moitié qui partait en impôts. Donc, si vous rentrez 100 €, il vous reste 25 € en poche. Je leur expliquais que les 2 premières années d'installation étaient faciles. La première année, certes, il fallait beaucoup travailler. La deuxième année, on avait l'impression qu'on était devenu le roi du monde. Avec la troisième année, il y avait des charges très lourdes et qu'il fallait provisionner ces charges parce que sinon, on se trouvait très très mal sur le plan financier. J'ai expliqué aussi aux jeunes qu'il fallait faire au minimum 2 comptes, un compte professionnel et un compte privé, voire parfois 2 comptes professionnels, ce qui permettait de pouvoir négocier avec les banques, de bien s'assurer également, d'avoir des assurances diverses pour protéger sa façon de travailler, certes en responsabilité civile, mais également d'assurer son matériel, d'assurer ses locaux et d'avoir une possibilité d'avoir également des assurances lors d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Donc voilà en gros ce que j'ai pu dire, mais que je leur souhaitais quand même une vie très agréable dans le système d'installation dans les cliniques, qu'il fallait, quand on rentre dans une clinique, aller voir tous les confrères, aller voir également tous les confrères généralistes qui sont dans le périmètre de travail de la clinique, et ça permet d'avoir de bonnes relations avec nos confrères pour travailler de façon agréable pour le bien de nos patients. Alors moi je vais parler au nom de l'ensemble de mes co-internes qui la plupart sont en desk de médecine d'urgence ou une qui est en desk de gériatrie. Donc ce qu'on a apprécié dans cet atelier, c'est bien sûr la présentation de l'exercice libéral qu'on ne connaît pas du tout. La plupart de nos stages dans médecine générale se font en milieu hospitalier, ce qui est paradoxal. On a entendu au long de cette journée notamment les internes qui demandaient à faire plus de stages chez les praticiens. Par rapport à mes co-internes, nous qui nous orientons plus vers un exercice salarié, on ne connaît pour l'instant que l'hôpital public. La clinique, tout ce qui est privé, on n'a jamais fait de stage dans ces structures, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc on nous a apporté des arguments pour. On a posé d'autres questions, on a également des arguments contre l'exercice en privé. À mon avis, pour l'instant, je pense nous avons tous des postes en public à la rentrée. On fera probablement nos armes en public. Pour ma part, je me pose déjà des questions par rapport à l'exercice en privé, des contraintes. Après l'exercice en groupe, il y a toujours des contraintes. En public, vous aviez également cité des contraintes qui nous pousseraient à aller voir ce qui se passe en privé. Voilà. À l'heure actuelle, je vais commencer par du public, comme tout le monde, et puis on verra après ce qui se passe. Voilà. Merci. Merci à vous. Le troisième atelier. Le troisième atelier. Je pense que c'est moi le troisième atelier. Donc c'était l'atelier sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc nous avons eu des présentations de Thérèse Ngonoata qui nous a fait le détail du dispositif, des expérimentations de nouveaux modes de rémunération qui ont pour but d'assurer le financement du fonctionnement et de la coordination dans ces maisons de santé pluriprofessionnelles, enfin, dans les limites des financements octroyés par l'État. Ces ENMR se font sur proposition de l'ARS. Il y a eu 2 vagues de NMR.
Et nous avons vu ensuite 2 exemples de structures, de maisons de santé pluriprofessionnelles qui bénéficient de ces ENMR, à savoir celle de Patrick Osterman qui est en zone rurale, dont le projet date de 2004, qui s'est ouverte en 2006, qui est le financement de l'immobilier relève des professionnels eux-mêmes. C'est devenu une importante structure parce qu'elle rassemble 6 médecins généralistes, une diététicienne, 7 infirmiers, psychologues, kinés, des dentistes, etc. Donc il nous a présenté également le projet immobilier et puis l'évolution de ce projet immobilier. Et il a fait état de la dynamique qu'il existait au sein de cette maison de santé. Et également, par rapport, on a bien compris qu'au fur et à mesure, son environnement, effectivement, avec des médecins qui étaient en exercice non regroupé, qui partaient à la retraite et qui ne trouvaient pas de successeurs. Et donc, il a bien mis en évidence l'avantage de la pérennisation de l'offre sur son territoire. Et nous avons eu l'exposé de la maison pluriprofessionnelle de Pierre Trileschi, qui lui est en zone urbaine, qui s'est jeté dans cette aventure après 25 ans de vie tranquille, en exercice en exercice monoprofessionnel, et alors le montage est différent dans la mesure où les murs sont loués à un bailleur social. Et donc, il bénéficie également de ces ENMR. Il y a une forte notion j'ai retenu qu'il y avait une très forte notion de territoire, du territoire de proximité, avec une offre qui s'élargissait, qui restait pas seulement dans le secteur sanitaire, mais qui sortait vers l'articulation médico-sociale et des offres de prévention, notamment envers les jeunes en difficulté, parce qu'il y a un point d'accueil écoute jeunes qui est émergé dans sa structure, et qu'il y avait également une microstructure qui prenait en charge l'addiction, particulièrement pour les populations précaires qui se trouvent dans sa zone géographique. Et puis ensuite, Pascal Charles, qui nous a présenté sa vision de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, qui s'est interrogé sur les plus-values par rapport à un exercice qui se ferait de façon non regroupée sous un même toit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus dans une maison pluriprofessionnelle que l'on ne pouvait pas faire dans un exercice non regroupé de façon immobilière. Et puis aussi quels étaient les risques, enfin les points de vigilance sur lesquels il souhaitait attirer l'attention notamment des étudiants, puisque c'est bien l'objet. L'exposition au risque du promoteur, celui qui se retrouve engagé dans une implication personnelle très importante qui risque à un moment de le déborder, et puis éventuellement quid à la disparition de ce promoteur pour une raison ou pour une autre. Les risques financiers, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'exercice isolé, finalement, est moins coûteux en charge. Autrement dit, il n'y a pas de compensation réelle des charges supplémentaires de l'exercice coordonné. Et puis, les risques de non-pérennisation des financements actuels, qui sont les financements des ENMR, qui, vous le savez, sont destinés à connaître une issue sous une forme conventionnelle qui, pour le moment, est au stade de négociation. Donc, je n'en parlerai évidemment absolument pas. Ensuite, il y a eu des échanges avec la salle qui ont été francs, et donc
qui ont fait intervenir notamment un article qui est paru et dont je n'avais malheureusement pas la teneur, mais qui reprenait finalement ces éléments-là et qui permettait de faire le tour. Finalement, on repartait des mêmes points. Quelle plus-value à la fois pour les patients et quelle plus-value pour les professionnels qui sont dans ces formes d'exercice pluriprofessionnels. Voilà. Donc je n'ai pas de binôme étudiant qui peut apporter contribution, mais je demande à la salle toute contribution qui sera utile si mon compte rendu leur paraît un petit peu étroit ou partial. Merci. Ce qui était là tout à l'heure. Oui? Attendez, je vais vous ramener le micro. Ça sera plus simple, sinon on ne vous entendra pas. C'est pas grave, mais il faut qu'on vous entende quand même. Ça m'empêche, oui. Que ce qui a été dit à la fin, c'est que toute coordination pouvait être rémunérée. Et je trouve que c'était assez important de pas seulement... Enfin, j'ai trouvé que c'était très important à dire. Voilà. Tout à fait. Alors, je ne peux qu'abonder, puisque c'est ce que je vous ai longuement présenté tout à l'heure lors de la plénière. C'était effectivement le concept des groupes pour l'exercice coordonné qui militent clairement pour cet aspect-là des choses, ouais, que toute rémunération doit être rémunérée. Il a demandé, Merci. il a souhaité un complément des jeunes sur son atelier. Vous étiez là tout à l'heure, alors tout va bien. Je voulais juste donner un petit complément de la part d'un interne, donc dont l'installation est à venir. Il y a eu beaucoup de choses sur la démographie médicale au cours de cette journée, sur les zones rurales, la difficulté de trouver des remplaçants, etc. J'ai trouvé très intéressant l'exposé des maisons de santé pour deux raisons. C'est un point de vue tout personnel, hein, je ne m'implique pas pour mes collègues. Mais donc deux choses. D'abord, très concrètement, les maisons de santé permettent, avec le regroupement de collègues, d'assurer cette qualité de vie dont on est tous à la recherche, de l'allier à une pratique de qualité. C'est-à-dire que j'avais entendu mon collègue Lionel plutôt dire qu'on ne voulait plus faire de sacerdoce. Bah voilà, la maison de santé, c'est ça. On peut travailler, on peut faire un travail de qualité et on peut quitter le cabinet, sachant qu'il y aura des collègues pour assurer une permanence des soins, pour assurer des horaires d'ouverture qui sont larges. C'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors la différence après entre la maison de santé pluridisciplinaire et l'association monoprofessionnelle, voilà, on est d'accord que ça présente les mêmes avantages. Et l'autre chose, c'est que la maison de santé pluridisciplinaire s'appuie sur un projet de santé publique. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà. On peut être médecin libéral, on peut avoir un esprit d'indépendance et on peut avoir soif d'apporter sa pierre à l'édifice de la santé publique. On peut avoir soif d'assurer des soins de premier recours. On peut avoir envie de travailler avec ses collègues pour assurer des soins de qualité, parce que je pense que dans notre monde, là, au XXIe siècle, les soins de qualité, ça se donne à plusieurs. Et je trouve que c'est peut-être en minorité, mais c'est une chance assez extraordinaire qui nous est donnée. Merci pour ce complément. Merci. Alors, est-ce que nous sommes dans l'échange ou est-ce que nous sommes dans les exposés? C'est juste pour comprendre. Parce que, voilà, on va terminer les exposés, on reprend la parole pour l'échange. Là-dessus. D'accord. Oui, bonjour tout le monde. Didier Ketterlin, intervenant donc dans le premier atelier pour l'exercice individuel. Je vais juste donner une réponse à notre collègue et dire que sûrement toutes les intentions sont très bonnes d'exercer en maison de santé pluridisciplinaire, mais encore faut-il le financer. Et pour le financer, il faudra beaucoup travailler. Donc l'organisation personnelle et la chance d'avoir donc des horaires individuels ne pourront donc s'établir qu'en rapport avec donc le financement. Un financement de maison de santé pluridisciplinaire, s'il est à titre individuel, ça ne changera rien à vos horaires de travail. Vous travaillerez toujours de 8h à 22h, vous ferez toujours des gardes de week-end, il faudra le financer. Alors l'ENMR est très intéressant et même fondamental. C'est vrai que ça nous aide énormément,
Je rappelle que c'est le nouveau mode de rémunération, donc subventionne, finance les réunions de coordination. Elles sont essentielles pour un exercice coordonné et pluridisciplinaire. Mais juste une remarque, oui, la qualité de vie, ça se travaille, ça se recherche, mais la maison de santé, ça se finance et c'est très, très cher. Voilà. Alors. Non. Bon, très bien. Alors, docteur Fels, est-ce que vous avez un binôme, hein? Un jeune? Non. On va en chercher tout à l'heure. Très bien. Je vous parlerai pas des maisons de santé, même si j'aimerais beaucoup vous parler des maisons urbaines de santé de la ville de Strasbourg. Je vais vous parler du travail qu'on a fait avec docteur Jean-Luc Segmuller et docteur Aline François sur les associations monodisciplinaires. On avait beaucoup d'étudiants, hein, je pense plus de 70 étaient là présents. Ce qui montre l'intérêt des jeunes pour le travail regroupé, qu'il soit en maison de santé ou pas en maison de santé. Et je vais d'abord peut-être commencer, parce que je connais un peu moins, et puis sur la spécialité et les apports de Monsieur Segmuller, qui expliquait que, notamment par rapport aux spécialités, on était dans une logique de surspécialisation, et donc il y avait nécessité bien sûr de regrouper souvent du matériel cher, mais aussi des compétences qui devenaient de plus en plus spécifiques, et que donc pour lui, ces associations monodisciplinaires de spécialistes du même organe, de la même spécialité, étaient une nécessité pour cette raison-là. On a vu tout à l'heure que d'autres spécialités peuvent se regrouper pour avoir une logique de complémentarité. Là, on a plus parlé de cette logique de surspécialisation de différentes spécialités. Aline Thomas nous a rapporté son expérience d'intégrer un cabinet qui n'est pas une maison de santé, mais qui a la chance d'avoir été construite pour les professionnels de santé. Et ça, c'est une très grande chance. C'est une chance qui est rarissime. Aujourd'hui, les professionnels de santé, notamment médecins généralistes, intègrent des logements classiques qu'ils essayent d'adapter. Hein. Et donc, c'est vrai que d'avoir eu cette possibilité-là était quelque chose de tout à fait intéressant. Et les jeunes médecins, jeunes internes, jeunes remplaçants qui étaient là étaient très intéressés par justement la facilité d'adapter votre organisation par rapport à votre vie de famille, par rapport à vos engagements personnels et aussi professionnels dans l'organisation, puisqu'il y a déjà 5 médecins généralistes dans ce lieu-là. Elle a aussi montré, et ça c'était intéressant, que même si on est dans un travail mono-professionnel, on peut travailler avec d'autres acteurs qui ne sont pas médecins. Donc vous avez rappelé qu'il y avait des diététiciennes, des psychologues, d'autres professionnels de santé. D'ailleurs, vous avez un projet d'arriver à un pôle qui est libéral, puisque ces différents professionnels sont tous des libéraux, et que donc, même si on n'est pas structuré de façon en maison de santé, on peut avoir ce mode d'organisation professionnelle qui permet d'avoir une qualité de vie pour les médecins, mais aussi une grande qualité de travail pluriprofessionnel, même si on est en association monodisciplinaire. Moi, j'ai rajouté que moi, dans un quartier, maintenant on appelle ça quartier prioritaire de la politique de la ville. Avant, on appelait ça zone urbaine sensible. Mon petit quartier qui s'appelle la laiterie. Donc c'est pas la gare, c'est la laiterie, parce que dans le cadre de la politique de la ville, maintenant les quartiers sont de plus en plus petits. Dans ce lieu-là, pour moi, c'était inimaginable d'avoir une psychologue libérale ou une diététicienne libérale dans mon cabinet, même si j'aimerais beaucoup le faire. Et donc, j'ai pu, depuis 1999, travailler avec des travailleurs sociaux et des psychologues et un psychiatre, mais qui sont salariés d'un réseau de santé, qui met à disposition ces professionnels dans le cadre de mon activité libérale. C'est-à-dire que on a le travail regroupé, on travaille ensemble, on est une vraie équipe, mais ces personnes sont salariées, ce qui permet la gratuité pour les patients, hein, puisque moi, dans ma patientèle, malheureusement, les personnes ne pourraient pas engager de l'argent par rapport à des professionnels dont on sait, malheureusement, je dis, psychologues et nutritionnistes qui ne sont pas remboursés aujourd'hui par la sécurité sociale. Et dire aussi que depuis quelques jours, j'ai la chance de travailler avec une infirmière azalée,
Donc une infirmière qui fait de l'éducation thérapeutique dans mon cabinet, donc pluriprofessionnel, disons monodisciplinaire mais pluriprofessionnel dans les sens. C'est-à-dire que c'est une infirmière qui est salariée d'une association nationale qui s'appelle Azalée et qui va suivre mes diabétiques, mes hypertendus avec nous, avec les médecins généralistes, c'est-à-dire avec une coordination, une supervision, dirait aussi Monsieur Segmuller, parce qu'il a dit que la coordination c'est important, mais la supervision médicale elle est aussi un échange de travail ensemble, avec un accès au dossier et un travail, parce que vous savez qu'aujourd'hui 90% de l'éducation thérapeutique se fait dans les hôpitaux. Or, on sait qu'au quotidien, les maladies chroniques, elles sont suivies dans nos cabinets de proximité. Et donc, on peut être dans un travail, dans une association monodisciplinaire de professionnels, mais travailler aussi dans le pluridisciplinaire, dans l'intérêt de la santé publique, de l'accès aux soins et de la population, qu'il soit de territoire ou de proximité. Et donc, pour finir ma présentation, dire que aujourd'hui, il est clair que de plus en plus, les jeunes médecins, mais aussi les médecins un peu plus anciens, voient l'intérêt d'être regroupés pour mutualiser, mais aussi pour travailler différemment, et que ce travail, à l'inverse de ce que la loi de santé publique malheureusement veut faire, qui veut disséquer notre travail, c'est-à-dire que moi je suis pour la délégation de tâches, je suis pour travailler avec des professionnels de santé au sens large, mais dans le cadre d'une coordination de proximité, dans une maison de santé, dans un lieu regroupé monoprofessionnel, de médecins généralistes, de soins de santé primaire. Ça c'est fondamental, sinon on va vraiment dans le mur, pas seulement parce que on va nous prendre des bouts, mais simplement parce qu'on sera dans des catastrophes de prise en charge, et que cette unité de lieu, c'est une unité de proximité qu'est la médecine générale libérale, et ben c'est quelque chose qui aujourd'hui est fondamental à sauvegarder dans nos intérêts nous, mais aussi dans l'intérêt de la population. Voilà mon exposé. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient dans le groupe, des jeunes qui veulent compléter mon compte rendu? Ou est-ce que Aline veut compléter ou Jean-Luc Segmuller? Sinon, on peut passer directement à la phase de l'échange avec la salle sur tous les sujets, si vous le souhaitez. S'il y a des questions ou des demandes de prise de parole. Vous deviez partir, oui. Oui, bien sûr, président. D'abord, permettez-moi de saluer M. Sibilia, le doyen de la faculté, qui va participer à la clôture de la journée. Où sont passés nos rapporteurs? Bien. Donc, les meilleurs sont là. En fait, j'avais un certain nombre de questions à vous poser. Pas forcément à l'un ou l'autre atelier, et quelques observations. Il y a une réflexion qui me vient relative à l'exercice monodisciplinaire, par exemple. Pour avoir la possibilité de rémunérer un secrétariat à bénéfice équivalent au confrère qui n'en a pas, je suis obligé d'augmenter mon nombre d'actes. Est-ce une réponse aux besoins sanitaires? Parce que la comparaison est réelle, elle a été faite. Si j'ai une secrétaire, ça me coûte plus cher que si je n'en ai pas, c'est clair. Et que si je veux avoir un bénéfice dans mon entreprise équivalent au confrère qui n'en a pas, la seule solution qui me reste, c'est d'augmenter le nombre d'actes. Alors, est-ce que cette augmentation de nombre d'actes correspond à un besoin? Première question. Nous avons également abordé la maîtrise de stage, je voudrais revenir là-dessus et demander votre avis. Il est clair que l'installation en zone rurale est souvent dépendante, nous l'avons dit ce matin, du fait des stages effectués en zone rurale. Ça fait des années qu'on nous explique qu'on va faire quelque chose. Mais pour le moment, en zone rurale, pour avoir des stagiaires, on n'a pas de quoi les loger. Il n'est rien prévu
pour les repas du midi ou du soir. Bien entendu, la plupart du temps, nos confrères maîtres de stage les prennent à la maison, mais ça ne fait pas partie de leur job, excusez-moi. Donc, question, qu'est-ce qu'on attend pour enfin favoriser le stage en zone rurale? Parce qu'il est vrai que lorsqu'on a un studio à Strasbourg, aller faire un stage dans le Sungo, c'est pas évident. Ne font des stages dans ces régions que ceux qui en sont originaires et qui ont de la famille dans le secteur. Donc, question, qu'est-ce qu'on fait pour leur favoriser cet accès? J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en parler, même dans certains centres urbains comme Mulhouse, par exemple, qui n'arrêtent pas de me dire « on va faire quelque chose ». Ça fait 5 ans qu'ils vont faire quelque chose, on n'a toujours rien vu venir. Concernant la maîtrise de stage, je voudrais également que vous puissiez aborder le stage chez le spécialiste libéral. C'est bien le stage chez le généraliste. Mais nos confrères spécialistes sont tous formés à la faculté, sont tous formés au CHU, ou presque. Ils n'ont pas d'expérience rurale. Pourquoi n'aboutissons-nous pas à réussir à installer comment dirais-je, les stages chez les spécialistes de ville, en clinique ou en cabinet? Ensuite, et après je vous passe la parole tout de suite. Attends, j'ai 5 questions. Je voudrais seulement vous rendre attentif à l'exercice isolé. Attention, les jeunes et les moins jeunes. Le problème qui se pose lorsque vous passez à la retraite, vous arrêtez votre cabinet. Ok, mais par le passé, c'est le remplaçant qui, en reprenant votre cabinet, vous permettait de payer vos impôts l'année suivante. Parce que les charges sociales continuent. Les impôts, elles ne sont pas sur l'année d'exercice, mais sur l'année qui suit. Donc si vous ne provisionnez pas et si vous ne l'avez pas prévu, un certain nombre de confrères ont de très mauvaises surprises. Et la reprise du cabinet par le passé servait à faire face à cet effet fiscal. Et là, je vais être provocateur. Les CISA. Alors les CISA, c'est une bonne chose certainement, mais encore une fois, je précise, je suis provocateur. Législation, et les termes sont choisis, et formalisation de la dichotomie. Vous savez que c'est un acte condamné par l'ordre. Encore, j'ai dû défendre un confrère accusé d'avoir adressé à quelqu'un de particulier un patient, et on l'a accusé de dichotomie. Il serait en CISA, non seulement il ne serait pas condamné, mais on le financerait pour le faire. Alors, peut-on régler ce problème qui est quand même assez extraordinaire? Ensuite, et je termine, GECO. Je trouve très intéressant ce dispositif qui nous était inconnu et dont j'espère que la Bretagne pourra nous faire part de son évolution et des progressions dans ce dossier qui nous interpelle. Merci de votre attention et d'avoir accepté de me laisser parler si longtemps. T'es le chef, t'es le président, hein, on espère. Et en plus, on a à peu près 10 minutes pour répondre à tout ça. Donc, moi, je vais juste répondre sur une des parties parce que je trouve que c'est quelque chose de tout à fait important. C'est la question de la structuration, notamment de la médecine générale. Je dis souvent la médecine générale est pauvre, ça ne veut pas dire que le médecin généraliste est pauvre, ça veut dire que la structure de la médecine générale est pauvre, c'est-à-dire qu'un médecin généraliste, c'est 0,2, 0,3 équivalent temps plein, femme de ménage compris, quoi. Donc, c'est-à-dire c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, il n'y a pas de personnel. Voilà, équivalent temps plein de personnel autre, voilà, que lui, voilà. Donc, c'est clair que c'est complexe. Donc, et il est sûr que plus on se regroupe, tu parleras tout à l'heure des maisons de santé, mais même quand on est en monodisciplinaire et qu'on est des médecins, bah, plus on se regroupe, plus il y a des frais de structure. Et aujourd'hui, comme le paiement est à l'acte majoritaire, encore aujourd'hui, même si on est à 12% à peu près de forfait aujourd'hui en médecine générale, eh ben, ça pose de vraies difficultés. J'ai dit tout à l'heure que le président et donc Aline qui est installée avec lui avait la chance d'avoir un local qui est adapté. Si on fait des locaux adaptés, moi je le vois dans les maisons urbaines de santé qu'on fait de la ville, ben, ça coûte cher.
Parce que on fait de l'accessibilité, bien sûr, tout de suite. On crée des structures avec des salles de réunion. On va créer des locaux qui sont adaptés à l'activité, alors que 80-90% des médecins généralistes, ils sont dans des appartements. Qu'on a bricolé, si vous voulez. Donc tout ça, ça coûte cher. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle les frais de structure. Et donc moi, ce que je veux, ce que j'ai demandé, ce que je redemande, c'est des forfaits structure pour les soins de santé primaires, pour que les médecins généralistes puissent investir, pas seulement des forfaits structure pour eux, pour augmenter leur revenu, mais pour qu'ils puissent l'investir pour avoir au minimum une assistante par médecin ou par regroupement de médecins généralistes. Voilà. Si on arrive à faire ça, on crée des structures qui permettent justement de s'engager dans la permanence des soins, dans l'accueil public, dans la prise en charge d'une population qui est de plus en plus difficile. Voilà, donc ça c'était par rapport à la question de la structure. C'est clair, je veux dire, quand on est médecin généraliste isolé ou malade à deux, qu'on loue un 2-3 pièces qui n'est pas adapté, c'est pas la même chose que si on crée, soit en privé, soit en public, soit en maison de santé, soit sans maison de santé, une structure qui est adaptée. C'est un vrai problème. Je sais que c'est un problème qui est national aujourd'hui sur ces questions-là. Les maisons de santé notamment ont ces difficultés. Il y a des modes de réponse qui sont aujourd'hui en réflexion par rapport à la caisse de dépôt et de consignation et de structures privées pour avoir cet accompagnement-là, mais c'est un problème qui est général, et je rends attentif, mais je sais que tu l'es, à la question des normes handicapées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on nous fait des petites dérogations, mais les jeunes, s'ils veulent s'installer, ils en ont pas. Et donc ça, c'est un frein majeur, quoi. C'est-à-dire que de trouver, moi je vois même moi sur mon territoire à Strasbourg, de trouver des locaux qui sont adaptés pour des médecins généralistes qui veulent s'installer, c'est très très difficile, c'est très difficile. Voilà. D'accord, je vais essayer de répondre, de donner quelques réponses partielles à Pierre-Paul et à ses nombreuses questions. D'abord, sur les repas des stagiaires. Bon, moi, je suis maître de stage, je suis loin, je suis dans la capitale du maïs, pour ceux qui l'ignorent. Ouais, capitale du maïs, merci. Mais donc, on n'a jamais vu un transport collectif là-bas. Pour venir, faut prendre sa voiture, et puis, donc, c'est pas possible que l'interne en stage, ils viennent le matin et puis ils mangent ailleurs, donc on mange ensemble. Bah écoutez, oui, il n'y a rien. Dans le temps, on pouvait encore déduire le repas qu'on offrait aux stagiaires, fiscalement. Enfin, c'était quelques euros, mais bon, à force, maintenant on peut même plus, quoi. Donc je rejoins la question, ce serait quand même bien que les autorités, moi je dis qu'on n'a pas de tutelle, mais il y a des autorités qui décident, que les autorités fasse quelque chose, quoi, parce que c'est facile de dire qu'il faut faire des stages, mais encore faut-il nous donner les moyens de faire des stages. Vous savez, ça fait 30 ans que j'entends qu'on a tout à faire, qu'on est le pivot, machin. On a toujours plein de choses à faire, de tâches, et puis c'est nous les meilleurs pour le faire. Enfin, nous, les médecins généralistes, libéraux, excusez-moi, mais on n'a pas les moyens pour faire. Bref. Donc je vais essayer de répondre à une seconde question de Pierre-Paul. C'était la question sur le secrétariat. Donc moi je travaille sans secrétaire. J'ai un peu mon épouse qui m'aide, même beaucoup parfois. Mais je prends le micro pour répondre là-dessus parce que j'ai organisé il y a déjà longtemps un séminaire, ça s'appelait FPC, formation professionnelle continue, donc c'était des séminaires qui n'étaient pas uniquement médicaux, c'était pour organiser le travail. Et le séminaire s'appelait Organiser son cabinet pour la médecine générale. C'était sur 2 jours et l'une des demi-journées, c'était justement pour montrer comment on pouvait avoir le courage de prendre un secrétariat chez soi dans son cabinet. Et donc j'avais fait venir comme expert une responsable d'école de secrétariat médical, il y en a une de Strasbourg ici, et puis elle nous avait dit que d'avoir une secrétaire médicale chez soi, pour soi, dans son cabinet, ça pouvait, et c'était très intéressant, ça faisait la paperasse administrative, ça pouvait suivre les tiers payants, donc ça pouvait en fait récupérer du pognon, ça faisait l'interface téléphonique, et si elle était gentille et si elle connaissait les patients et les patientes au téléphone, ça pouvait être mieux que nous, éventuellement de mauvaise humeur ce jour-là.
Mais surtout, ça dégageait du temps médical. Vous savez qu'on fait des heures de paperasse. Vous l'avez vu dans nos cabinets, quoi, pendant vos stages, qu'on fait pas que de la médecine, on fait aussi de la paperasse. Et donc, alors, si on a un secrétariat, elle peut un peu s'autofinancer, la secrétaire, si elle est très bien, si on arrive à bien la former, bien la guider. Et, donc, elle peut un peu s'autofinancer, je pense. Enfin, c'est ce que nous disait cette école de secrétaire médicale. Et puis, ça dégage du temps médical. On n'est pas obligé de bosser dans le même temps de travail. On peut faire plus d'actes, effectivement. Donc, ça rentre des sous. D'accord? Mais on fait vraiment de la médecine, ce qu'on a envie de faire a priori. Ok. Alors, je dois quand même vous dire que j'ai organisé ce séminaire et puis j'ai quand même pas pris de secrétaire. Mais parce que, à 23 balles, j'y peux pas, quoi. J'ose pas. Donc, je pense vraiment que les moyens financiers pour avoir du personnel dans nos cabinets, c'est à la fois si on a du CISA ou si on a une MSP ou si on a un pôle, mais c'est aussi pour les docteurs majoritaires encore qui sont seuls chez eux. Ils y ont droit aussi, nom de Dieu. J'ai fini. Ça c'est entendu. Pierre, Bien, juste quelques compléments. Donc, je pense qu'on a raison de dire que actuellement en médecine générale, on est autour de 0,3, 0,4 équivalent temps plein par médecin, plutôt 0,3. En Europe occidentale, en moyenne, on est à 2,3 équivalent temps plein. Quelle que soit la structure du système de santé. Il y a des systèmes de santé qui sont de nature plutôt publique, des systèmes de santé qui sont mixtes. Voilà. Il y a plusieurs systèmes de santé, mais on est à 2,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à 2,3 équivalent temps plein qui travaille avec un médecin généraliste, parce que là c'est le cas du généraliste ambulatoire, eh bien vous ne faites pas la même chose, vous ne faites pas les mêmes prises en charge, vous n'avez pas les mêmes missions qu'avec 0,3 équivalent temps plein. Donc alors comment donc effectivement, on sait bien que les cabinets monodisciplinaires ont moins de charges que les cabinets pluridisciplinaires. On sait aussi que les cabinets pluridisciplinaires, enfin où il y a plusieurs médecins, enfin les cabinets regroupés, ont en moyenne plus d'actes, font plus d'actes. Alors donc ça, on peut dire qu'il y a un gain qui est un véritable gain de productivité. C'est ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que la secrétaire va répondre à ma place, etc. Donc finalement, alors si on n'ajoute pas des heures de travail, on peut augmenter la productivité. Autrement dit, le médecin peut travailler plus vite. Et donc comme il est rémunéré à l'acte, bon, avant d'arriver à une valorisation de la non-qualité, parce que bon, il y a des limites quand même à ça, une fois que quand on est à 100 actes par jour, je pense qu'il est raisonnable de se poser des questions, et les autorités de régulation pourraient se poser les questions de la valorisation de la non-qualité, sans même parler de la valorisation de la qualité elle-même. Et puis, vous avez parlé de l'accessibilité, enfin c'est un débat super important. Est-ce qu'en quelque sorte, bon, la loi sur l'accessibilité, qui je vous le rappelle est 2005, elle nous tombe dessus là maintenant. Évidemment, comme on est des docteurs, en septembre 2014, excusez-moi, on se dit, ah zut, c'est au 1er janvier 2015. Bon, donc, tout le monde s'affole un petit peu, ok. La loi en soi, elle a rien d'incongru. Quand on regarde les autres pays européens, l'accessibilité dans les cabinets médicaux, elle est un peu partout pour les handicapés. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de pouvoir, dans nos cabinets, rendre cette accessibilité. C'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est pas la loi qui est le problème, c'est l'absence de moyens que nous avons pour y répondre. Et de même, pour tout ce qui est, là c'était la question de Pierre-Paul, tout ce qui est question d'exercice coordonné, qui finalement est plus coûteux à chaque médecin individu qu'il ne l'est lorsque le médecin est isolé. Donc, enfin isolé, je m'entends. Donc on n'a pas actuellement de valorisation de cet exercice coordonné en dehors de ce qui est des financements ENMR, etc. On en voit bien les limites, parce qu'on voit bien que la plupart des structures qui sont en ENMR, les moyens ne sont pas suffisants pour financer un poste de coordination, qui est probablement l'élément le plus important
dans des maisons de santé ou des pôles de santé, à plus forte raison pour des pôles qui n'ont pas de structure physique regroupée. Et donc c'est quelque chose qui est indispensable. Après, je me prononce pas sur les modes sur la façon dont on va parvenir à financer ce poste. Il y a des négociations qui sont en cours, et vous savez que c'est des réglages entre le financement des professionnels qui sont engagés dans cet exercice coordonné et le financement de la structure elle-même. Donc c'est un peu une autre question. Pour les stages des spécialistes en libéral, les oppositions, pour le coup, viennent pas forcément complètement des autorités de régulation, quoi. Moi, j'ai une ARS, par exemple, qui est pas complètement opposée à cette idée. Là, on a moi, j'ai plus des freins un peu universitaires sur cette affaire-là, quoi. Donc c'est assez variable, hein, selon les universités. Il y a des doyens qui sont prêts à en assurer la promotion, d'autres moins. Donc, on a une hétérogénéité, mais enfin, je pense qu'il est particulièrement intéressant d'y réfléchir. Et donc, voilà. Et autrement, sur le problème que tu posais sur la dichotomie à l'intérieur des CISA, oui, ça rappelle juste que les CISA sont un dispositif qui a été écrit extrêmement rapidement à la fin d'un gouvernement et qui est un texte imparfait. Et donc là, mais c'est vrai que la question que tu posais ressort plus de l'ordre des médecins que des autorités de régulation de l'URPS. Pierre Trileschi, puis le docteur Osterman. Et puis après, on rendra le micro au docteur Pierre-Paul Schlegel. Oui, je sais qu'il y a des questions dans la salle, mais on arrive à la fin, là. On va peut-être pouvoir compléter demain. Bon, allez, on y va. Si c'est les jeunes, on y va. Essayez de faire un petit peu court, s'il vous plaît. On a aussi des questions de timing, même par rapport à cette salle, physiquement. Ok. Docteur Osterman? Oui. Très court pour répondre aussi à notre président merci. Jourmla. Concernant les terrains de stage, c'est vrai que il y a pas assez de terrains de stage pour tout le Bas-Rhin par rapport à la fac ou pour toute l'Alsace. Ça, c'est une première chose. Le deuxième point, c'est qu'en dehors de Strasbourg et en dehors de la CUS, les internes et les SASPAS hésitent à s'expatrier. Donc, il y a déjà eu un effort au niveau de la fac, puisque maintenant les internes et les SASPAS touchent une indemnité pour les déplacements. Moi, je dis, effectivement, on peut prendre en charge l'hébergement, voire nourrir l'interne, mais finalement, que fait l'Union régionale des médecins libéraux d'Alsace, sachant que qu'est-ce qui les empêcherait de verser une enveloppe au niveau des médecins de terrain de stage, sachant qu'on finance des libéraux pour avoir des libéraux après sur le terrain. Voilà. Alors, on arrive pour les autres questions. Qui voulait poser une question ici? Alors, monsieur vient de résumer tout ce que je voulais dire, dit-elle. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Très bien. Alors, c'est à vous. Je vais vous rendre le micro. Merci. Monsieur Osterman, nous réglerons nos comptes tout à l'heure.
Mais c'est une très bonne question à poser éventuellement à l'Assemblée générale. Ceci étant, je ne suis pas sûr qu'elle sera accueillie avec beaucoup de chaleur, mais on n'en sait rien. Peut-être que c'est une question intéressante. Compte tenu de l'horaire et des impératifs de récupération de la salle, et compte tenu aussi, j'ai vu que au fond, la population a totalement fondu. C'est comme pour les gardes, les jeunes sont moins disponibles, semble-t-il. C'est une provocation, rassurez-vous. Donc je ne résumerai pas la journée, alors que j'aurais voulu le faire, compte tenu de l'horaire. Par contre, je souhaitais, d'une part, saluer la présence de M. Sibilian, notre doyen de la faculté de médecine, parce que je pense qu'il est important, et nous avons tous conscience les uns et les autres, que la faculté dont nous sommes issus est un élément important, capital, et que on ne peut pas continuer à travailler sans la faculté. Et je souhaiterais que M. Sibilia puisse clore cette journée par un propos conclusif. Merci beaucoup de me donner la parole, et c'est un grand plaisir que je le fais, même si j'ai vu que ça s'est un peu dispersé, mais c'est normal vu l'heure tardive, et moi j'avais tendu quelques perches quand même pour répondre et annoncer un certain nombre de choses. Je voulais simplement en introduction vous dire que si je suis là, c'est que je suis convaincu que la médecine générale est un des piliers, bien sûr, du soin, mais pas que du soin de la formation, et peut-être, je l'espère, un jour de la recherche aussi. C'est un peu mon leitmotiv, on n'en est pas encore là, mais je le souhaite très fortement. Et cette conviction, elle n'est pas née d'aujourd'hui, elle est née, beaucoup d'entre vous que je connais bien le savent. Mon père a été généraliste dans un petit village pendant très très longtemps, toute sa carrière. Je l'ai remplacé pendant probablement plusieurs années cumulées, donc j'ai une vraie expérience de terrain de la médecine générale, parce que je me tapais toutes les vacances quand il partait, c'est moi qui remplaçais, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de médecine générale, et puis j'ai beaucoup d'amis médecins généralistes, donc je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et quand j'étais élu doyen, je me suis rendu compte que sur le plan universitaire, il y avait un vrai travail de friche à faire, mais qui était indispensable, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les internes de médecine générale représentent, c'est une spécialité à part, représente la moitié des internes. Donc en fait, il y a une logique arithmétique toute bête, très simple. La médecine générale est universitaire aujourd'hui, elle doit l'être. On doit renforcer cette position universitaire avec l'aide de tous. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais intervenir ce soir. Alors bien sûr que j'avais envie de le faire en arrivant, je vais vous dire, voilà, je vais venir comme le Premier ministre vous dire, voilà, j'aime l'entreprise de médecine générale, mais c'était un peu facile, parce que indiscutablement, quand on parle d'université, de formation et de recherche, on a toujours l'impression que c'est une sorte d'abstraction. On sort le contexte universitaire du contexte du quotidien, c'est-à-dire de l'exercice professionnel que je connais bien et qui nécessite des frais de structure, du personnel, une organisation, enfin tout ce qui va avec. Et il faut tenter d'améliorer l'esprit d'entreprise des généralistes, parce que c'est des généralistes et des médecins libéraux en général, parce que c'est une entreprise avant tout, dans notre système, dans notre modèle. Ça changera peut-être un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, le cœur du dispositif, le modèle, comme on dit, est un modèle d'entreprise. Et puis tant mieux. Moi, j'ai pas de parti pris. Je trouve que c'est très bien, à condition que ce modèle d'entreprise soit vertueux et qu'il permette de répondre à des exigences absolues, qui la première est celle de nos patients. Moi, je n'arrête pas de répéter, chacune de nos interventions, de dire toujours la même chose, qu'on est avant tout là pour le patient, qu'on n'oublie jamais ce fil rouge, quoi. Alors, on peut parler d'argent, on peut parler de personnel, on peut parler de formation, de recherche, mais enfin, si tout ça n'est pas fait avec une obsession qui est de faire mieux pour le patient, de lui donner les meilleures chances, les meilleurs soins, le meilleur soutien, ça n'a pas de sens de tenir ce discours-là. Pour ça que j'aime bien revenir aux fondamentaux, même quand on a des thèmes comme celui d'aujourd'hui, que je comprends bien, il faut quand même rappeler les fondamentaux. Et arriver à ces fondamentaux-là, je le répète, ça passe effectivement par le développement de modèles, mais ça passe aussi par la formation. Et je voulais faire court, mais parler bien sûr en conclusion de formation et de recherche, mais surtout de formation. La formation, c'est d'abord notre faculté, notre université. J'ai entendu quelqu'un qui a dit les médecins généralistes viennent de la faculté, enfin presque tous. Non, pas presque tous. Par définition, tous. Sinon, c'est pas possible. Donc, n'oubliez pas que on a
j'allais dire, une mère ou un père, ou les deux en même temps, quoi, fondateur, qui fait finalement le fondement de toute notre carrière, qui est notre université, notre faculté. La faculté n'étant que la partie universitaire, médicale, en fait, de notre université, qui est quand même une université exceptionnelle, il faut le rappeler. Et je pense que dans l'appropriation, dans le bonheur qu'on a, il faut être fier de ce qu'on fait et de l'endroit d'où on vient. Et je pense qu'il faut absolument développer cet esprit de famille, en plus en Alsace, où il est très fort. Je rappelle quand même, François, tu connais les chiffres, hein, l'ARS, avec l'ARS, on avait fait, Christelle aussi, on avait fait une enquête il y a 2-3 ans, qui montre que l'Alsace est la 2e région de France où les internes préfèrent rester. On a un taux de rétention, j'aime pas trop le terme parce qu'il est pas très joli, mais 86% des internes alsaciens préfèrent rester en Alsace, hein. On est 2e derrière la Lorraine, curieusement, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est des chiffres. Donc on est en Alsace. En Alsace, c'est une région, les transports sont faciles, les relations sont faciles. On a une seule université, on a une seule faculté, on a plein de qualités, je parle pas du reste. Donc la formation et l'esprit maison et l'esprit de famille en Alsace, on doit vraiment la développer autour de la faculté de médecine, autour de l'université. Et c'est pas parce que je suis doyen que je dis ça. C'est pas du tout le doyen qui fait son discours. Parce que j'y crois vraiment. Sinon, j'aurais pas voulu être doyen non plus. Donc tout se touche. Mais je crois vraiment à cet esprit de famille et il faut le développer. Et c'est pour ça que je suis là. Et je pense qu'on a plein de projets et de travaux. On travaille beaucoup avec les représentants des internes. Moi, je travaille beaucoup avec le département de médecine générale, avec qui j'ai vraiment d'excellentes relations et je voulais en témoigner. Mais on a bien sûr plein de chantiers. Rien n'est réglé, je comprends bien. Notamment, vous m'avez interpellé sur 2-3 sujets, qui est le stage auprès du praticien privé. D'abord, je vous rappelle que quand j'ai commencé à piloter les réunions d'agrément, qui sont un gros travail pour nous, je vous rappelle que dès la première année, on a agréé des structures privées pour l'accueil des internes de spécialité. Donc on l'a fait d'emblée avec l'ARS, hein, en commun accord. On l'a pas fait n'importe comment. On a fait un cahier des charges précis que nous avons construit et d'ailleurs qui a eu une bonne approbation. Et on a agréé des terrains de stage pour les internes de spécialité en privé. Et je crois que c'est très bien et très vertueux. Maintenant, on a une expérience avec l'ARS qu'on aimerait mener en pédiatrie, en gynéco, je crois. Il y a une réunion prévue prochainement. Il y aura un représentant de la faculté qui sera. Essayer de créer des stages de médecine générale chez le spécialiste libéral. Donc l'expérience est lancée parce qu'en Alsace, on a aussi un esprit d'ouverture. Et j'aime pas qu'on dise que les doyens, c'est l'université qui est réfractaire. Non, jamais. L'université, par essence, elle ne peut pas être réfractaire. Elle doit être innovante, elle doit avoir un coup d'avance. Et donc, je pense qu'on essaye de faire ça. En tout cas, moi, c'est l'esprit que j'essaie de faire passer, d'avoir un petit coup d'avance. En tout cas, pas par effet de mode, mais par effet d'efficacité vis-à-vis de nos patients. Et c'est le cas pour ça. C'est le cas aussi pour les métiers de la santé. On a quand même fait un gros effort sur les métiers de la santé parce qu'il y a un débat derrière le métier de la santé qui est fondamental. Vous avez vu, personnel du cabinet en France, 0,3 TP. Dans d'autres pays, c'est 2. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des délégations de tâches et qu'il y a des personnels. On peut très bien envisager des modèles différents. Alors, ça n'agrée pas tout le monde, mais au moins, on doit y réfléchir. On doit réfléchir à un modèle qui serait le généraliste, médecin généraliste, cœur du système, parce que c'est certainement le meilleur pour synthétiser, tu l'as dit, synthétiser, coordonner, et c'est vraiment son boulot. Mais il y a des tâches collatérales, que ce soit le généraliste ou d'ailleurs le spécialiste. Un des bons exemples pour les ophtalmos et l'orthoptiste, où on peut très bien avoir des délégations de tâches. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir, pas de posture, pas de position a priori négative. Il faut sortir d'un esprit qui n'est pas l'esprit alsacien, qui est cet esprit de dogmatisme syndicaliste parfois, où par principe, on prend une posture et on s'oppose. Ça n'a jamais fait progresser les choses. Jamais. Et c'est l'antithèse de l'esprit universitaire. Donc, voilà mon message final. Je sais que vous n'êtes pas, et si je suis là, c'est que vous m'avez invité, donc vous n'êtes pas dans cet esprit-là. Et il faut que ça continue comme ça en Alsace. Et à nous de montrer en Alsace qu'on est capable, ou dans la grande région future, qu'on est capable d'innover, d'avoir des idées, notamment parce qu'on a une excellente relation et union entre nous. Voilà, j'étais bref, Monsieur le Président, mais j'ai dit tout ce que je voulais, c'est l'essentiel.